si vous voulez, le livre, l'Open Society, si vous voulez, je peux reprendre le plan du livre un petit peu, par exemple, pour expliquer. Dans le livre, je parle d'abord de la biographie de George Soros, qui est en fait, ce qui est intéressant de voir de quel milieu il est issu. Issu de la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois, qui s'est progressivement intégré aux élites financières de l'Empire austro-hongrois par, justement par les activités économiques. C'est un financier à la base, donc c'est quelqu'un qui effectivement a une formation dans la finance, et donc c'est quelqu'un qui est depuis tout jeune dans les cercles, dès son arrivée à Londres. Il va être dans la London School of Economics, donc, qui est le centre bien connu du socialisme fabien, dont on a par ailleurs parlé des gens comme Pierre Hillard et d'autres. La Fabian Society. Voilà. Donc, et en fait, cette formation-là, on pourrait dire, pose le sceau de sa philosophie politique, qui est en fait la convergence du libéralisme financier avec la planification de l'économie, mais au niveau global et non plus au niveau des États. Donc l'idéal de la Fabian Society, c'était la révolution par le haut et le changement progressif, par étapes. Donc George Soros est dans cette idée-là finalement dès le début de sa carrière en fait. Donc il va être formé à Londres, ensuite il partira aux États-Unis où il deviendra un trader important. Il va être un des premiers à fonder et à utiliser ce qu'on appelait les hedge funds. Et donc c'est partant de là, de cette expérience et du réseau qu'il va tisser, que dans les années 80, il va pouvoir réussir ses grands coups financiers, et au début des années 90, et contre la livre, mais après aussi contre d'autres monnaies nationales, contre la lire italienne, contre le yen au Japon, c'est tout un cycle qui va s'ouvrir. En fait, certains affirment d'une certaine manière que c'est lui qui a accéléré le passage à l'euro. En fait. Enfin, c'est ces attaques répétées contre les monnaies nationales qui ont poussé à la faillite de l'ancien système monétaire européen, le système de stabilité économique européenne qui avait lieu avant l'euro. En fait. Certains vont dire que c'était effectivement fait pour accélérer une étape supplémentaire dans la construction européenne, que Soros soutient ardemment, mais d'autres vont dire aussi que en fait, c'était une manière d'affaiblir juste l'économie européenne et de pouvoir s'ingérer là où il le pouvait. Mais effectivement, on a l'impression, en fait, quand on croise l'analyse de ses actions et de sa philosophie, que en fait, il est européiste, mais pas européen, on pourrait dire. C'est-à-dire, il veut effectivement une structure européenne, mais une structure qui ne soit jamais assez forte pour pouvoir remettre en cause son idée de société ouverte planétaire. Donc ça rejoint effectivement tous les thèmes du mondialisme, c'est-à-dire une région d'un monde unifié. Justement, cette citation résume bien l'intérêt que peut avoir l'étude d'un personnage comme Soros. Bon, maintenant, il y a de plus en plus, on voit des articles passer sur son activité de subversion politique, mais il me semblait qu'il manquait un travail de synthèse et un travail qui trie un petit peu les vraies informations, des informations plus farfelues. C'est un travail, en fait, au départ, comme maintenant je suis devenu journaliste politique, j'ai commencé à m'intéresser à cela et j'ai vu en fait les ramifications avec beaucoup d'autres domaines. En fait, George Soros, c'est un peu la face émergée de l'iceberg du globalisme. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce à quoi il est relié. Donc mon étude, j'ai donc divisé mon étude ainsi. J'ai fait d'abord une biographie de Soros dans le livre. Ensuite, je parle donc de l'Open Society, son outil principal. Dans la partie biographique, j'explique la philosophie politique qui sous-tend sa vision du monde en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est
milliardaire mondialiste donc qui a vraiment une idéologie et c'est ce qui le rend intéressant et même fascinant par un certain côté. Quel est le moyen d'application de cette philosophie? C'est l'Open Society, donc cet ensemble d'ONG et d'associations qui est réparti partout dans le monde, sur tous les continents et qui agit dans différents domaines. George Soros a investi 14 milliards de dollars dans la fondation depuis sa création au début des années 80. Pour la seule année 2018, le budget de l'Open Society était de 1 milliard de dollars environ. Si on regarde donc les différents champs d'investissement, voilà, dans mon livre, je me suis concentré sur l'immigration, sur l'action sur l'immigration, sur les changements sociétaux, donc la légalisation de l'usage des drogues au niveau mondial, puisque c'est à ça que travaille George Soros et l'Open Society, la promotion de l'euthanasie, voilà, donc c'est tout un chapitre qui est dédié à ces thématiques-là. Ensuite, un travail sur tout ce qui est investi pour influencer les médias, donc tous les médias qui sont créés par l'Open Society. Donc tout ça, notamment la partie sur l'immigration, éclaire beaucoup de choses sur tout ce qui se passe actuellement autour, par exemple, on entend beaucoup parler de l'Aquarius. Bon, c'est, on va dire, une infime partie de ce qui se joue au niveau de la submersion migratoire du continent européen. Je parle dans le livre du plan Merkel-Soros. À partir du moment où Angela Merkel va vouloir appliquer son plan d'accueil de plusieurs centaines de milliers, voire d'un million de migrants, on a en fait, si on creuse un petit peu, on voit que ce plan est immédiatement inspiré d'un plan similaire que George Soros a fait paraître peu de temps auparavant sur son site et dans différents médias. L'investissement de l'Open Society dans le champ migratoire, de la submersion migratoire de l'Europe est gigantesque. Pour 2018, je crois que ça s'élève à 60 millions de dollars, sans compter les 500 millions de dollars que Soros lui-même investit de sa poche dans les entreprises qui ont promis d'employer des migrants et de s'impliquer dans l'intégration des migrants. Alors ce qui est intéressant, c'est ce plan Soros, qu'on a appelé aussi, certains analystes ont appelé le plan Merkel-Soros, parce qu'en fait, peu avant que Angela Merkel fasse son annonce d'accueillir près d'1 million de migrants, on a vu George Soros diffuser sur son site et dans différents médias l'annonce d'un plan qui est très similaire à ce qui a ensuite été proposé par Angela Merkel, qui est un plan en plusieurs étapes qui prévoit l'acheminement et l'intégration des migrants presque depuis leur source jusqu'à leur point d'arrivée. Donc c'est intéressant quand on étudie la question migratoire en prenant un plan large, c'est de voir à toutes les étapes l'implication des ONG comme l'Open Society et des partenaires de l'Open Society. Si on prend la question syrienne, on voit que, par exemple, face aux instances internationales, ce sont les mêmes ONG qui vont porter les attaques contre le régime de Bachar al-Assad, comme ils l'appellent, donc contre la République arabe syrienne, des associations comme Human Rights Watch, voilà, et qui sont ensuite qui sont connectés à l'Open Society, à tout ce réseau d'ONG qui ensuite vont acheminer les migrants, les aider à chaque étape de leur trajet pour se rendre en Europe. Voilà, donc on voit vraiment, moi dans mon livre, je tire pas de conclusion hâtive, je pose en fait un peu les activités de ces ONG à différents niveaux. Donc voilà, alors là on parle de l'Aquarius, mais l'Aquarius, il ne faut pas dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'immigration venue d'Afrique, mais c'est symptomatique de l'action de toutes ces ONG. Alors dans la partie sur les ONG, qui est une grosse partie du livre, malgré tout le travail que j'ai effectué, ça ne couvre finalement que, je me suis concentré sur certains cas précis sur certaines ONG, et en fait c'est
une partie d'une multitude, d'une myriade d'associations qui sont appuyées par l'Open Society pour implémenter cette politique migratoire, comme on dit, au sein des institutions européennes. Voilà. Donc c'est quasiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en se penchant sur le travail de l'Open Society dans différents domaines, donc la question migratoire, les changements sociétaux radicaux, comme la légalisation mondiale de l'usage de certaines drogues, on voit en fait une vision du monde qui est appliquée très clairement et qui dispose de moyens qui sont similaires à ceux d'un État, en fait. Et en fait à ceux d'une sorte d'institution internationale parallèle qui agit avec les institutions internationales connues. Et en fait on plonge dans un monde qui est inconnu un petit peu aux citoyens lambda, qui croit que sa vie est gérée finalement encore par les États-nations ou éventuellement par des instances internationales. En fait, ça va beaucoup plus loin. On est déjà dans une forme quasiment de privatisation du politique et de forme de politique qui chevauche. C'est vrai que j'emploie même le terme de métapolitique du globalisme, parce ce sont des gens qui font vraiment de la métapolitique, mais au niveau où nous on ne pourra jamais le faire parce qu'ils ont des moyens colossaux, qui chevauchent les prérogatives des États pour amener progressivement à leur objectif, qui est un monde sans frontières, gérer en fait une population mondiale sans frontières, sans appartenance, mais gérée par un ensemble de multinationales. C'est quasiment écrit noir sur blanc que les États-nations freinent effectivement l'émergence d'une forme politique globale qui serait plus juste que les injustices qui existent au niveau des États-nations. Mais cela apparaît encore plus clairement quand on se penche sur la philosophie personnelle de George Soros et sur ses écrits, en fait. Et George Soros, c'est quelqu'un qui est en plus de son activité dans la haute finance et ensuite dans son activité métapolitique, a toujours voulu être reconnu comme un penseur ou un philosophe. Il aimerait laisser sa marque sur l'histoire, mais aussi sur l'histoire des idées. Donc il toujours dit s'inspirer de Karl Popper, mais il aurait aimé être une sorte de second Karl Popper, si on veut, mais il a bien conscience qu'il n'en a pas d'une certaine manière l'étoffe ou la capacité intellectuelle, mais ce qui est intéressant, c'est que cette tentative de vouloir être philosophe lui a fait forger des outils conceptuels qui l'aident dans l'application de sa vision politique de manière concrète. Voilà. Notamment, je fais un long développement dans le livre sur ce qu'il appelle la théorie de la réflexivité, qui est en fait très proche des conceptions qu'on retrouve dans la cybernétique ou dans l'ingénierie sociale, en fait, avec l'idée de rétroaction et il s'agit en fait d'une certaine manière pour l'ingénieur social d'analyser de poser une action d'influence dans une société donnée et ensuite d'en analyser les retours de manière à pouvoir se positionner. En fait, c'est une théorie qui lui vient directement de son action dans la finance et dans son investissement dans la bourse. Donc là, comme ça peut peut-être paraître un peu abstrait, mais dans le livre, je pose clairement l'axiologie en fait, philosophique de sa pensée politique. Ça, c'est une partie. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est toujours pareil, finalement, il développe il dit clairement les choses en fait, hein, mais il développe une pensée assez, qu'on pourrait dire, libérale, très doucereuse, très bien pensante en fait, qui a un petit peu anesthésiante. Mais si on creuse derrière et si on cherche surtout dans les influences qu'il a eues, donc Karl Popper qui est le penseur du libéralisme politique au XXe siècle, qui est aussi un des pères de l'ingénierie sociale, mais une ingénierie sociale qui se voulait progressive, qui reprochait notamment
aux marxistes à son époque d'être trop brutaux dans les moyens et de risquer finalement de provoquer des réactions de rejet. Donc lui, il est pour la planification et la modification des sociétés par étapes, de manière plus douce. Et c'est ce qu'on constate à notre époque. Et donc quelqu'un comme Soros donc, est directement inspiré par Karl Popper, mais aussi dans un livre qui est très intéressant, que je cite beaucoup dans mon étude, c'est un livre qui s'appelle Opening Soviet System, que George Soros a écrit au moment de son activité, au moment où son activité était la plus intense dans les pays d'Europe de l'Est à la chute du communisme, où il a vraiment pensé que justement c'était le moment historique pour le triomphe définitif de la démocratie libérale en Europe orientale. Donc il s'est investi massivement là-dedans et il a mis tous ses moyens dans cette lutte-là. Et en fait, dans ce livre, il cite à un moment donné, mais dans d'autres de ses ouvrages aussi, je crois, un auteur qui s'appelle Gregory Bateson. Et en fait, Gregory Bateson est un anthropologue qui a été très impliqué dans les débuts de la cybernétique, et notamment dans l'organisation des conférences Macy aux États-Unis, qui ont réuni toute l'élite intellectuelle qui travaillait à l'émergence de la cybernétique et du contrôle psychosocial des populations. Gregory Bateson a commencé son activité dans le renseignement militaire en tant qu'anthropologue militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Donc c'est une des origines. C'est intéressant de voir cette influence-là sur la pensée de George Soros. Donc en fait, pour parler de la philosophie politique de George Soros et la philosophie politique de la société ouverte en tant que concept, j'ai donc été amené finalement à creuser cette question de la cybernétique, de l'ingénierie sociale. Et en fait, on se rend compte qu'il y a finalement trois courants principaux qui innervent et qui influencent ce concept de société ouverte. C'est donc le Karl Popper et donc on pourrait dire le libéralisme éclairé à la sauce popperienne, mais aussi donc le marxisme culturel qui était très proche justement des premiers mouvements, du premier mouvement de la cybernétique, et donc les cybernéticiens comme Gregory Bateson, les gens de la conférence Macy et d'autres, dont on se rend compte si on étudie ces différentes philosophies politiques, le marxisme culturel, la cybernétique et le popperisme, si on va l'appeler comme ça, c'est cette idée précisément de lever tous les cadres naturels on va dire, dont les communautés humaines héritent pour les amener à une communauté mondiale. En fait, c'est une sorte de panhumanisme pan-mixiste qui doit s'appliquer au niveau international, au niveau global. Et en fait, quand on regarde les penseurs donc, qui ont influencé ces courants idéologiques de la société ouverte, si on creuse sur leur influence profonde, on tombe sur l'idée du millénarisme politique. En fait. Et ça, c'est assez clair chez George Soros lui-même, quand il dit que depuis tout jeune, c'est sa citation, depuis tout jeune, j'ai eu des fantaisies messianiques. Et il a toujours voulu influencer l'histoire, mais à un niveau presque, on pourrait considérer pathologique pour l'homme normal, mais il se pense vraiment comme presque lui-même comme un moment de l'histoire universelle. Et selon cette idée en fait du messianisme, si on creuse les penseurs qui ont donc dirigé, qui étaient impliqués dans la cybernétique, on a tous ces penseurs marxistes, du marxisme du début des années 20, notamment, voilà, et qui ensuite ont été appelés l'école de Francfort. Et donc tous ces gens-là, si on étudie leur background familial, on voit qu'ils ont tous, tous baigné dans une influence de millénarisme religieux. Et c'est très clair pour les penseurs de l'école de Francfort. Et cette tendance-là, qui veut aboutir à une forme de paradis sur Terre de manière immédiate, se manifeste très clairement dans l'utopie de la société ouverte.
Bah, en tout cas, c'est le chaos, oui, c'est le chaos constructeur, quoi. On appelle ça. Dissoudre pour recoaguler d'une manière différente, comme disent les ésotéristes. Solver et coagula, c'est un peu ça la manière d'opérer. George Soros est un dialecticien, même si on pourrait dire Karl Popper a toujours dénoncé Hegel, le père de la dialectique, comme un ennemi historique de la société ouverte. Donc en fait, dans mon livre, je montre vraiment, il y a une partie vraiment de philosophie politique, où je montre vraiment ce qui, comment dire, ce qui sous-tend la pensée de George Soros et la pensée de Karl Popper. Voilà. Et donc pour eux, Hegel était un ennemi de la société ouverte, mais parce que Hegel, d'une certaine manière, en tant que père de la dialectique, donne des armes pour comprendre les moyens de procéder qu'ils utilisent eux-mêmes, en fait, et qui est justement d'utiliser des oppositions. Et bon, c'est ce qui a bien été expliqué par certains, comme justement Postfacier et Lucien Cerise, sur l'idée de triangulation, voilà, toutes ces notions-là. Mais sur l'idée de messianisme avec une attente religieuse, enfin, moi je parlerais vraiment de millénarisme, c'est-à-dire c'est une volonté d'instaurer une sorte de paradis terrestre, mais immédiatement. Donc c'est presque un messianisme sans messie. C'est pas, je vois les travaux de Youssef Indy auxquels vous faites référence, mais je pense que ces gens-là, en fait, sont des gens qui sont sortis, sont des idées religieuses sécularisées. Ils n'ont pas d'attente religieuse, ils n'ont gardé que le but final qui serait en fait une espèce de paradis terrestre, mais qui selon eux ne peut arriver que si donc les antagonismes et les États-nations sont supprimés. Donc en fait c'est une sorte de fuite en avant, parce qu'à chaque phase historique apparaissent toujours de nouvelles contradictions qu'il faut résoudre pour arriver à cette utopie égalitaire qui de fait ne peut pas se réaliser dans le monde physique que nous connaissons, parce qu'il y aura toujours des oppositions entre les différents groupes humains qui existeront. Donc ce qui est dangereux dans cette utopie, c'est qu'elle elle tend à devenir le code source de l'Occident, en fait, la philosophie profonde de l'Occident, à remplacer le christianisme, et on pourrait dire au niveau métapolitique la romanité chrétienne qui avait inspiré tous les États européens et occidentaux en général, par cette utopie d'une gouvernance globale et d'un dépassement des États-nations et d'une fusion de toutes les communautés en une seule communauté mondiale. Mais ce qui risque d'arriver, c'est l'affaiblissement des défenses immunitaires de l'Occident face à des civilisations qui, elles, n'auront pas abandonné leur substrat propre et qui finiront de fait par prendre le pas sur l'Occident, si l'Occident continue cette voie-là, vu que c'est une voie qui est irréaliste et irréalisable. Bah, ce qui est fascinant à étudier, effectivement, c'est l'investissement de Soros et de l'Open Society simultanément sur différents fronts. Euh, ce qui est appliqué en Ukraine euh, est directement issu des conceptions de ce Gregory Bateson dont je vous parlais, qui a étudié en anthropologie une notion qu'il a dénommée la schismogénèse, c'est-à-dire le moment où le moment et la manière dont les groupes humains se différencient, notamment dans certaines tribus, des tribus très proches au départ, même la même tribu, qui va donner naissance à deux groupes antagonistes qui vont se différencier sur des choses très, 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 très peu visibles de l'extérieur de sa mer. Donc ce qui se passe en Ukraine, c'est directement cela, c'est-à-dire l'ingénierie sociale, et ça c'est très bien montré aussi dans le livre sur l'Ukraine de Lucien Cerise, sur la manière dont les forces de la société ouverte savent utiliser ces antagonismes qui ont été étudiés, qui sont connus et qui sont appuyés de l'extérieur. Et la clé de toute façon,
le nerf de la guerre, c'est l'argent. Du moment qu'on investit des moyens, en fait, sur les bonnes personnes, on en fait ses affidés, et d'une certaine manière, ces personnes, après, sont liées à vous. Les actions qu'elles vont commettre sur le terrain les poussent dans une dynamique qui empêche tout retour en arrière. Cela augmente les clivages, les antagonismes. Une fois que le sang est versé, les gens sont dans l'envie de vengeance d'une certaine manière, peut être légitime. Donc à partir de là, tout retour en arrière devient impossible. Et donc on peut voir la stratégie d'ensemble, si on veut, c'était d'empêcher le rapprochement de l'Europe, qui est la première économie du monde, hein, finalement, si on prend tous les pays européens simultanément, et les ressources stratégiques que possède la Russie. Donc pour arriver à cette fin, il fallait effectivement faire de l'Ukraine non pas un pont et un passage entre Europe et Eurasie, mais effectivement un verrou et une frontière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir avec quelle perfidie le nationalisme qui est interdit au sein de l'Union européenne est poussé à son point d'incandescence le plus paroxystique en Ukraine, en autorisant même on va dire des résurgences de néonazisme ou de choses qui seraient chez nous considérées comme vraiment la perversion ultime. Donc ça montre aussi à quel niveau il faut se situer pour faire une analyse froide de la géopolitique et des forces en présence qui sont au-delà du bien et du mal, on a des camps qui... Voilà. Et vous parlez de Poutine, ce qui est intéressant, c'est que l'appareil d'État et le Kremlin russe sont dans une approche qui justement n'est pas juste moralisatrice ou qui est dans la réelle politique. Voilà. Si on reste dans la réelle politique, on peut se défendre. Si on est dans les postures idéologiques ou dans l'idéalisme pur, on se fera on doit s'attendre à de sérieuses déconvenues. Et le problème pour les sociétés occidentales et principalement pour l'Europe occidentale, c'est que maintenant que les pays d'Europe orientale, comme la Russie, et maintenant la Hongrie, commencent à se dégager de cette influence de Soros qui était devenue gigantesque après la chute de l'Union soviétique et du communisme en général, maintenant qu'ils se dégagent de cette influence et que ce que les tenants de la société ouverte attendaient, c'est-à-dire le remplacement du communisme par le libéralisme total, n'est pas arrivé. C'est-à-dire que les sociétés d'Europe orientale ont le libéralisme économique, mais elles n'ont pas le libéralisme idéologique et sociétal aussi poussé que nous l'avons nous. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que cette idée de société ouverte, si parallèlement à cette révolte de l'Europe orientale, l'administration Trump aussi de son côté commence à freiner, voire à vouloir revenir sur certaines politiques et certaines actions de la société ouverte sur son territoire, de fait, les réseaux Soros et la société ouverte trouvent leurs principaux terrains de repli en Europe occidentale, et principalement dans la France macronienne et dans l'Allemagne merkelienne. Donc maintenant, on se retrouve donc dans une situation assez paradoxale, et on est un peu à front renversé, où par exemple dans la situation où l'administration Trump veut maintenant se dégager de la société ouverte pure pour pouvoir mener la guerre commerciale dans un contexte d'affaiblissement économique face à la Chine et face à l'Union européenne. Nous retrouvons, nous, Européens, à avoir nos défenses immunitaires complètement à plat dans cette nouvelle guerre économique globale, économique et plus. Donc le seul moyen de ne pas sombrer complètement, c'est à notre tour de sortir de cette idéologie-là et de revenir à la réelle politique. Voilà. Alors là,
je dirais peut-être parce que déjà c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait lui-même, c'est quand même un patron d'entreprise, quelqu'un qui a réussi dans un milieu et à un niveau tel que pour réussir il faut clairement savoir encaisser les coups et écraser les autres, quoi. Donc partant de là, c'est peut-être la différence essentielle. Et puis après, bon, on pourrait dire la différence, elle est même, j'ai envie de dire, éthologique, quoi. Enfin, au niveau de l'éthos de la personne. Enfin, euh, on voit que Trump est quand même, enfin, est un homme traditionnel d'une certaine manière qui agit en homme. Bon, on voit Macron, on voit un type de personnalité très différente, un petit peu. Donc, je pense que ça tient aussi à ça. Mais après, clairement, enfin, la France n'est pas. Si la France veut devenir, enfin veut être souverainiste ou indépendante, enfin il faut avoir des dirigeants qui soient prêts à encaisser les coups, voire peut-être même à être éjectés ou supprimés. Clairement, le dernier dirigeant qui a réellement tenté de faire de la France une puissance mondiale non alignée, c'était le général de Gaulle, et c'est lui qui a essuyé la première tentative de révolution colorée, moderne et aussi poussée. Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue. On voit que Salvini, là par exemple, justement, là on lui sort des affaires, maintenant aussi la justice italienne, c'est une arme classique. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'utiliser cette arme, bon, la population, ou en tout cas la partie de la population qui suit, voilà, les moins dupes, les gens qui suivent Trump, ils comprennent très bien. On est passé, en fait, on est passé dans un autre univers quand même. On est passé dans un univers où on a un chef d'État, par exemple aux États-Unis, qui a sa propre communication, qui accuse ouvertement les médias d'être des menteurs. Donc on est dans quelque chose de complètement. Et si nous-mêmes en France ou en Europe occidentale, on ne vivait pas complètement dans une espèce de malgré que nous-mêmes soyons investis dans les médias de réinformation, on est constamment noyé dans cette espèce de bulle virtuelle qui tend à nous faire croire qu'on est encore dans le monde d'avant. Mais ça peut aller très vite en fait. C'est-à-dire que la société ouverte, l'utopie de la société ouverte, ça peut vraiment se fracasser très rapidement en fait. Et on peut en sortir presque aussi rapidement que les pays de l'Est sont sortis du communisme. Et c'est pour ça qu'à la phase où on est actuellement, on atteint une propagande qui frise le délire, quoi, sur les sujets notamment sociétaux, ces sujets-là. Cela vise à nous détourner de l'effondrement prochain de cette structure ou du changement de paradigme qui va forcément arriver, quoi. Sauf que si on regarde l'histoire, comment dire, les guerres commencent toujours d'Europe, enfin, les guerres modernes. Donc, on a eu la Seconde Guerre mondiale qui était une guerre occidentale qui s'est étendue au monde, mais l'enjeu premier de la Seconde Guerre mondiale, c'était qui va avoir l'hégémonie sur l'Occident. Et on avait l'affrontement entre le groupe, l'anglosphère et l'Allemagne. C'était un petit peu une situation similaire avec le jeu stratégique de la Russie. Qui allait suivre la Russie? On a eu le pacte germano-soviétique, et puis ensuite, à partir du moment où ce pacte était brisé, l'alliance de l'anglosphère et de la Russie qui a brisé l'Allemagne. Et la guerre s'est jouée à la fin sur le territoire européen, comme la Première Guerre mondiale. Avec la masse de population halogène que nous avons chez nous, on peut penser qu'on va vers des déstabilisations, vers des problématiques plus lourdes que les Black Lives Matter ou je ne sais quoi aux États-Unis. Là, on peut avoir vraiment, avec les groupes djihadistes qui sont déjà présents en Europe, avec les gens qui reviennent de Syrie, on va dire, un auteur américain qui parle de domination multiscalaire, quoi. C'est tout le champ possible peut être utilisé pour empêcher un changement de paradigme qui échapperait à ceux qui tiennent la structure actuelle. En fait, il y a peu, finalement, les livres qui ont été écrits sur George Soros sont de deux types. Il y a soit des biographies qui ont été faites surtout dans les années 90, à l'époque
un petit peu où il était vraiment connu justement pour son activité dans la finance, et où il était présenté comme vraiment le golden boy, la personne vraiment qui connaît tout sur les rouages de la finance. Donc tous les gens qui voulaient réussir dans ces domaines-là écouter ses conseils, et un autre type de livre, c'était plutôt les interviews en fait de George Soros, ou les biographies vraiment officielles. Donc c'est on va dire de livres vraiment sur l'activité politique de George Soros, qui se concentre là-dessus. Je pense que c'est le premier du genre en langue française. Mais comme je vous disais, ce livre va au-delà de la présentation de George Soros. Il parle vraiment de cette idée de société ouverte, et du globalisme en général, et des courants idéologiques qui sous-tendent cette notion de société ouverte. Donc c'est à la fois un livre d'enquête, puisque j'ai vraiment rassemblé des informations et prises tout au long de plusieurs mois, voire plus d'une année de travail, mais aussi un livre de philosophie politique et un livre de géopolitique. Donc ce sont ces trois principaux champs que j'ai étudiés, et George Soros, plus on creuse son activité, son action, plus on voit que c'est la face émergée de l'iceberg. Mais effectivement, on pourrait dire, si le globalisme est une image, est une hydre, c'est une des têtes les plus agressives. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, comment dire, son idéologie promeut une société ouverte sans frontières, qui veut tendre à une sorte de paradis terrestre, ou quelque chose de vraiment complètement utopique, mais elle ne peut s'appliquer que avec le bras armé de l'impérialisme américain le plus classique. C'est-à-dire que c'est qu'une fois que les pays sont déstabilisés, comme la Libye, la Syrie, et tous les pays du Moyen-Orient, c'est qu'une fois les pays déstabilisés par l'action militaire classique, que ces ONG peuvent commencer à agir à cette échelle-là. Ce sont les deux faces du même impérialisme, d'une certaine manière. Il y a la face dure, il y a le hard power et il y a le soft power. McCain, effectivement, Soros a déclaré là récemment qu'il était un grand combattant de la démocratie et de la liberté, des droits de l'homme même, nous avait quittés. Donc oui, d'une certaine manière, la gestion en fait, ce sont les deux pôles, le pôle néoconservateur, qui lui est dans l'impérialisme ouvert et la vassalisation claire des autres nations, et puis la version, on pourrait dire, de la société ouverte, et même de Obama, qui avait succédé à Bush, qui était c'est la doctrine aussi de ce qu'ils appellent le lead from behind, donc de gouverner par derrière, plutôt d'avoir des personnalités inféodées directement dans les pays, plutôt que seulement des vassaux qui vous craignent. Mais ces deux choses vont de pair, en fait, d'une certaine manière. Une fois qu'on a détruit un pays, on peut arriver et se présenter comme la solution, et presque le problème qu'on a créé. Voilà, le problème qu'on a créé, puis par cette forme de charité et de bien-pensance. Et en fait, le problème, c'est que les populations sur place, sûrement, ne sont pas dupes. Et elles prennent les aides qui viennent, elles vont prendre ce qu'on leur donne. De toute façon, quand il n'y a plus rien, on prend ce qu'on nous donne. Mais cela vise essentiellement les populations occidentales en termes de propagande. C'est de ne pas montrer cette forme de néocolonialisme de manière directe. Donc on va montrer que ce sont deux choses distinctes. C'est-à-dire, et d'ailleurs Soros lui-même a attaqué George Bush ouvertement, alors que financièrement, ils étaient liés, ils sont liés, ils sont présents dans les mêmes think tanks américains, mais il y avait cette espèce
d'opposition organisée, d'opposition contrôlée un petit peu entre voilà, les néoconservateurs d'un côté et puis Soros et les tenants de la société ouverte qui étaient à l'époque scandalisés. Mais au final, ça allait dans la même direction. Et ce qui est intéressant, c'est que l'administration de Trump semble être la première administration à avoir cassé un petit peu ce jeu-là. Est-ce parce que justement Soros était l'un des principaux financiers d'Hillary Clinton et des démocrates? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est plus profond que ça, parce que finalement, tant que ce jeu-là était entre les républicains classiques et les démocrates comme Clinton, finalement, comment dire, il n'y a pas d'opposition réelle. Là maintenant, Trump a cassé cette fausse dualité et s'attaque réellement à desserrer l'influence des réseaux de la société ouverte aux États-Unis même. C'est ce qui est intéressant à voir. Mais après, ça ne veut pas dire que pour nous, Européens, on va être forcément dans une meilleure situation. Comme je vous disais, si les Russes sortent de la société ouverte, si les Américains sortent de la société ouverte, la dernière base de repli, on va dire, reste l'Europe occidentale. Donc maintenant, nous sommes directement encore plus sous pression. C'est ce qui peut amener justement des gens comme Jacques Attali, qui est directement... quelqu'un qui a toujours loué Georges Soros, qui se veut être une sorte de Soros français à son niveau, avec un peu les mêmes méthodes, le microcrédit, les choses, voilà, l'investissement dans les pays du tiers-monde, la même idéologie planétarienne. Donc même des gens comme Attali en viennent à intégrer le fait que pour contrer le populisme authentique, il faudrait fabriquer un souverainisme compatible avec leur idéologie. Voilà, on voit que leur marge de manœuvre se réduit. Mais il leur reste en fait cette puissance fondamentale qui est la puissance des représentations idéologiques collectives et des médias, et puis de cette impression qu'on continue de garder que leur vision du monde est la vision du monde dominante. Alors que ce n'est pas la vision du monde dominante, c'est la vision du monde des élites et de ceux qui tiennent les médias. Mais les populations sont soit déboussolées, soit conservatrices et souverainistes. C'est très intéressant d'avoir une figure que l'on peut étudier pour décortiquer, déconstruire l'ensemble de l'idéologie globaliste en fait. Et en fait, moi dans mon étude, c'est ce que je me suis attelé à faire, c'est-à-dire en partant de l'exemple de Soros, montrer que finalement il était un point de convergence de différents courants qui continueront effectivement d'agir, même une fois qu'il ne sera plus là, qui agissaient avant, qui continueront d'agir, mais quand même, et ça rejoint l'idée chrétienne, c'est-à-dire que sans les humains, pour réaliser les choses, sans la bonne personne, les choses ne se font pas forcément non plus. Donc il y a vraiment une responsabilité personnelle. On peut le voir effectivement, il est presque de manière hegelienne, comme c'est un moment de l'histoire ou des choses comme ça, mais il est plus que ça. Il y a vraiment un investissement personnel là-dedans, et ce qui est intéressant, c'est de déconstruire sa personnelle même, sa formation personnelle, pour comprendre d'où lui vient ça. Et là on comprend parce qu'on comprend en fait les racines d'un judaïsme sécularisé, on comprend l'influence donc de la London School of Economics, de l'idéologie du socialisme fabien, on comprend les influences de Karl Popper, des penseurs de la cybernétique, voilà, tout qui converge, mais effectivement, lui-même n'est pas l'ensemble du phénomène, mais il le synthétise grandement, et surtout ce qui est intéressant, c'est de se dire, pendant toutes ces années 80 et 90 qui ont constitué l'apex vraiment de la société ouverte dans le monde, où là c'était les années 90 particulièrement, avec la chute du rival communiste, on a pu penser que voilà, là c'était la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama et tout, et pendant toutes ces années, nous-mêmes, nos proches, nos parents, enfin tous les gens qui subissons cette espèce de machine gigantesque, le grand remplacement de population, maintenant tout est fait pour qu'on n'en prenne pas conscience, mais en fait c'est là, c'est même pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, qui a eu lieu et qui continue en fait. Donc
pendant tout ce temps, tout cela a été empêché, et le rôle d'un Soros était fondamental, et il a été occulté pour ce qu'il était. Il était juste présenté comme, voilà, effectivement, comme l'investisseur qui après presque était un génie, parce qu'il arrivait à casser les marchés nationaux, ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de se pencher là-dessus. Mais effectivement, moi je suis assez optimiste quand même, parce que si on regarde bien, si on pourrait retourner leur propagande, mais ces vieux mâles blancs de plus de 80 ans, comme George Soros et d'autres, là, qui veulent nous mélanger de force, bah, ils arrivent déjà au bout de leur vie physique, donc ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils restent mortels et humains. Transhumanisme mis à part. Voilà, oui, mais même ça, en fait, je pense que le plus grave danger, c'est comme le communisme, c'est-à-dire ça ne peut pas être réalisé, donc c'est plutôt le plus grand danger, c'est l'effondrement de cette utopie. En fait. Voilà. Le plus grand danger de l'utopie, c'est pas la réalisation de l'utopie, parce que c'est irréalisable. Qui pousse jusqu'au bout. Voilà, c'est son impossibilité ontologique qui fait que son effondrement, c'est ça le plus dangereux en fait. Et c'est ce qui nous guette à quel moment, ou après, ce millénarisme est tellement fou et comment dire, il n'y a pas d'autre issue pour une manière. C'est comme ce qu'explique Jacques Attali quand il dit il y aura une phase d'hyper-empire, là, comme il dit, voilà, donc où l'Amérique va devenir l'Amérique monde, où ça va être par la violence, et après des guerres, et ensuite la possibilité de nouvel ordre mondial planétaire, sans État. Bon, avec Jérusalem comme capitale. Alors oui, voilà. Alors la différence, c'est que George Soros ne parle. Alors soit il est assez habile pour ne pas en parler, soit il ne veut pas en parler, soit c'est aussi une explication psychologique fort probable. Il a un problème identitaire avec son origine juive. Et en tout cas, les citations qu'il fait, et là c'est pareil. Moi je m'en tiens aux sources qui existent, mais si on suit ce qu'il dit même de sa famille et tout, on voit que ce sont des milieux issus d'un judaïsme sécularisé, mais qui avait rompu avec le traditionnalisme juif, on pourrait dire. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est son père qui était un espérantiste, qui lisait et pratiquait l'espéranto, et qui a justement changé le nom de sa famille Schwartz en Soros dans les années 30, quand la montée de l'antisémitisme arrivait en Hongrie. Il a changé en Soros, qui signifie aller de l'avant, et dans le sens utopique. Voilà. Et en tout cas, il est intéressant à étudier, et même fascinant d'une certaine manière, parce qu'il a une vision du monde qu'il s'acharne à appliquer et à réaliser. C'est la force. Si on avait de notre côté des millionnaires ou des milliardaires non matérialistes, mais conservateurs, voilà, pour investir, le seul moyen, c'est ça. Ce serait qu'il y ait des gens d'argent qui puissent investir dans une direction alternative ou opposée. À titre personnel et au niveau de la population, ce qu'il y a à faire, c'est se préparer à la sortie brutale de l'utopie de la société ouverte. C'est plus ou moins la seule chose. Eh bien, on va conclure là-dessus. Pierre-Antoine Plaquevent, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour le compte de l'association Culture Populaire, ici en vos terres. Et merci de nous avoir accordé ce tout premier entretien. Oui. Pour la sortie très prochaine de votre ouvrage George Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, aux éditions Le Retour aux sources. Au revoir, Pierre-Antoine. Au revoir.